Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette deuxième webcast qui va résumer les immanquables de l'EULAR 2015 qui avait lieu à Rome. Pour cela, je suis accompagné par Stéphanie Ritz du Centre hospitalier général d'Orléans et de Gaël Nocturne du service de rhumatologie de Kremlin-Bicêtre. On va séparer classiquement, on sépare classiquement cette soirée en trois parties vu qu'on est trois. Gaël commencera par les maladies systémiques, j'enchaînerai sur les spondyloarthrites et Stéphanie terminera par la polyarthrite rhumatoïde. À toi Gaël. Alors, écoutez, c'est un vrai plaisir de vous présenter les immanquables en termes de maladies systémiques. Vous allez voir que j'ai choisi de focuser particulièrement sur les résultats de la sclérodermie qui ont été particulièrement marquants cette année. Donc un gros focus sur la sclérodermie et puis je reviendrai un peu plus rapidement sur quelques données sur le lupus. Alors, concernant la prise en charge de la sclérodermie, je vais insister particulièrement sur la prise en charge des ulcères digitaux. Alors, cette figure, elle est issue d'une publication qui était sortie dans le New England concernant la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et en fait, elle résume les principales cibles thérapeutiques dans la prise en charge des patients atteints de sclérodermie, et notamment dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et en fait, ce qui est principalement développé, c'est les traitements de la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, et ensuite s'en inspire la prise en charge des ulcères digitaux. Donc vous voyez ici qu'il y a trois cibles thérapeutiques principales dans la prise en charge de la sclérodermie. Il y a la voie de l'endothéline, avec les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. En chef de file, on a le bosentan. Il y a la voie du NO avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Et puis, il y a la voie des prostacyclines. Alors, de manière très intéressante, ce qui démontrait que cet EULAR 2015 était plein de richesses pour la sclérodermie, on a eu le droit à une session de mise au point clinique de grande qualité, un How I Treat sur la sclérodermie, avec un rappel de la prise en charge des ulcères digitaux. Vous savez que les ulcères digitaux, c'est une complication vraiment fréquente chez les patients atteints de sclérodermie. On estime qu'entre 1 et 2 tiers des patients vont souffrir de cette complication. Cette complication peut être potentiellement sévère avec des temps de cicatrisation assez longs. On estime qu'à 6 mois, 50% des patients seulement vont obtenir une cicatrisation. Donc c'est un vrai challenge thérapeutique. D'autant plus que l'impact fonctionnel de ces ulcères digitaux est particulièrement sévère, avec un handicap en termes de qualité de vie, en termes de capacité fonctionnelle. Donc c'est un vrai challenge pour la prise en charge. Et donc sur cette figure qui résume la présentation qui avait été faite lors de l'EULAR, on voit qu'il y a 3 points dans la prise en charge des ulcères digitaux. Il y a toute une partie préventive, et je pense qu'on reviendra après sur la prise en charge par des thérapeutiques ciblées, mais vraiment la prise en charge thérapeutique préventive ne doit pas être sous-estimée, et c'est un élément essentiel. Alors vous voyez ici notamment l'éviction des facteurs aggravants, c'est le cas du froid, du tabac, des activités à risque de micro-blessures notamment. Il y a tout ce qui est en lien avec la prise en charge des atteintes associées, notamment la prise en charge du rénal, avec une place centrale des inhibiteurs calciques. Et puis, en cas de survenue d'ulcère digital ou dès la première survenue d'un microtraumatisme, une prise en charge précoce avec des soins locaux qui sont vraiment en première ligne. Et on a la chance d'avoir maintenant la mise en place de thérapeutiques ciblées, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier ces prises en charge de base qui doivent vraiment être en première ligne dans la prise en charge du patient. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la prise en charge curative des ulcères digitaux. Alors la prise en charge curative, si on est en échec des prises en charge et des traitements locaux, le traitement de référence qui a montré son efficacité dans la prise en charge curative des ulcères digitaux, des sclérodermies, c'est l'Iloprost. Vous voyez ici que ce qui est proposé, c'est 1 à 2 cycles de traitement par Iloprost. En cas de réponse, on peut éventuellement être amené à répéter. Et par contre, en cas d'échec, c'est là que va se poser la question de nouvelles pistes thérapeutiques qu'on va aborder ensemble.
Et puis la dernière partie dans la prise en charge, c'est la prise en charge préventive. Et là, la molécule qui a fait la preuve de son efficacité dans la prévention des ulcères digitaux chez les patients sclérodermiques, c'est le bosentan. Alors, pour aller vers les nouveautés présentées à l'EULAR 2015, pour la prévention des ulcères digitaux, on a l'étude DUAL 1 et l'étude DUAL 2. Ces deux études évaluaient le macitentan. Alors qu'est-ce que c'est que cette molécule? Eh bien, c'est le petit frère du bosentan, donc la famille des inhibiteurs des récepteurs de l'endothéline. Comme je vous l'ai dit, le bosentan a fait la preuve de son efficacité dans la prévention des ulcères digitaux et le macitentan a fait la preuve de son efficacité dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, d'où l'idée de le tester également dans la prévention des ulcères digitaux. Vous voyez que ces deux études étaient des études de phase 3, contrôlées, randomisées contre placebo, avec comme critère d'inclusion, on peut le signaler, des patients relativement sévères. Pour être inclus dans l'étude, il fallait avoir un ulcère digital actif au moment de l'inclusion et un antécédent récent d'ulcère digital. Il y a deux doses de macitentan qui ont été évaluées, 3 mg par jour, 10 mg par jour, par voie orale, et comparées au placebo. Vous voyez deux essais relativement importants, puisqu'on avait près de 300 patients dans chacun des bras. L'objectif principal de cet essai, comme je vous le disais, c'était la prévention. Donc l'objectif était la réduction du nombre cumulé de nouveaux ulcères digitaux apparaissant après 16 semaines de traitement. Et là, malheureusement, vous voyez que quand on compare les différents sous-groupes de patients et les différentes doses, on n'a pas de résultats significativement positifs en faveur du macitentan. L'étude DUAL 2 a même été interrompue en cours d'étude par le manque d'efficacité. La tolérance était satisfaisante, mais malheureusement, on n'a pas de signal en faveur d'une efficacité de cette molécule. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que malheureusement, il semblerait qu'on n'ait pas d'effet classe du macitentan. Le bosentan fonctionne, mais ce n'est pas pour autant que tous les antagonistes des récepteurs de l'endothéline fonctionnent dans cette indication ulcère digital. Et donc, cette molécule est mise de côté pour cette indication. Alors, la deuxième étude que je souhaiterais vous présenter, c'est l'étude CEDUS. C'est une étude qui a été présentée par Eric Achula à Rome. L'étude CEDUS, cette fois-ci, c'est une étude à visée curative qui évalue le sildenafil dans la cicatrisation des ulcères digitaux. C'était donc une étude française multicentrique, randomisée contre placebo, durée de traitement 12 semaines avec 2 bras, un bras sildenafil, un bras placebo. Et l'objectif principal, donc comme je vous le disais, c'était une évaluation de l'efficacité en termes curatifs avec le temps nécessaire à la guérison de chaque ulcère présent à l'inclusion, avec un critère très stringent. Vous voyez, il fallait une disparition complète de l'ulcère pour parler de guérison. Donc 84 patients ont été inclus et randomisés dans cette étude, 42 dans le bras sildenafil, 42 dans le bras placebo. Et parmi ces 84 patients, on avait 192 ulcères répartis de manière assez homogène entre les deux bras. Alors, on en vient maintenant aux résultats. Malheureusement, sur le critère principal, donc je vous disais la durée médiane pour atteindre la guérison, on n'a pas de résultat positif avec le sildenafil. On avait 56 jours dans le groupe sildenafil versus 63 jours dans le groupe placebo, un P à 0,8, donc pas de différence significative. Néanmoins, je pense que c'est utile de souligner que les temps médians de guérison obtenus sont des temps tout à fait courts. Je vous rappelais en début de chapitre que habituellement le temps nécessaire à l'obtention de la guérison des ulcères digitaux peut courir à plus de 6 mois. Là, on est à des prises en charge assez efficaces et je pense que c'est un argument supplémentaire pour dire qu'une prise en charge spécialisée en centre tertiaire avec des soins locaux tout à fait adaptés peut en soi permettre d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants dans cette complication de la sclérodermie systémique. Par contre, si on en vient à des critères secondaires, notamment le nombre d'ulcères, on voit qu'il y avait une différence positive entre sildenafil versus placebo. À la semaine 8, on avait déjà moins d'ulcères dans le groupe sildenafil de manière significative et ce résultat se confirmait en fin d'étude à la semaine 12. De même, si on compare la fréquence de cicatrisation en fin d'étude, là encore, une différence significative en faveur du sildenafil. Et puis le troisième point, le troisième signal positif,
c'est si on étudie des sous-groupes de patients, si on se concentre sur le sous-groupe de patients qui recevaient en plus du Bosantan de manière préventive, ce qui était relativement fréquent puisque environ un tiers des patients inclus dans l'étude recevaient du Bosantan, et bien là, la différence était significative en termes de durée médiane de guérison. La tolérance du traitement a été tout à fait satisfaisante, donc je pense qu'on peut dire en conclusion que sur cette étude, même si le critère principal n'a pas été atteint, on a quand même des signaux tout à fait positifs et il n'est sans doute pas souhaitable de mettre de côté cette piste pour la prise en charge des ulcères digitaux. Et puis, pour terminer cette partie sur les essais concernant la sclérodermie, une petite nouveauté. Alors, c'est l'étude DIGIT, cette fois-ci dans la prise en charge du phénomène de Raynaud. Je vous rappelais que la prise en charge du syndrome de Raynaud fait partie de la prise en charge globale de la prévention des ulcères digitaux. Et donc là, ici, c'est le riociguat qui a été évalué. C'est un stimulateur soluble de la guanylate cyclase. En fait, il a été évalué parce que, comme pour le cas du Bosantan, il est efficace, il a montré son efficacité dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc ici, on avait une étude randomisée contrôlée contre placebo, une dose unique, avec comme question assez simple de savoir si une dose unique de ce traitement permettait un contrôle du syndrome de Raynaud. Vous voyez qu'ici, les critères d'inclusion, c'était un syndrome de Raynaud primitif ou secondaire à la sclérodermie. Donc l'objectif principal, c'était l'amélioration immédiate après la prise médicamenteuse, 2 heures après la prise médicamenteuse, du flux digital qui reflète la survenue du syndrome de Raynaud. Si on en vient aux résultats, vous voyez qu'il y avait des patients, le type de patients était assez varié, entre Raynaud primitif ou secondaire à des sclérodermies. Et globalement, on a des pourcentages de patients répondeurs relativement importants dans chacun des groupes. En global, on est à 60% de répondeurs face à cette nouvelle molécule, une tolérance satisfaisante avec la survenue de quelques céphalées. Mais on peut dire que cette étude, même si très préliminaire, est tout à fait encourageante pour supporter la mise en place d'un essai thérapeutique à venir. Et puis donc, à l'issue de tous ces essais thérapeutiques, on a eu le droit, au cours de l'EULAR 2015, aux nouvelles recommandations pour le traitement de la sclérodermie systémique. Les dernières recommandations pour la sclérodermie systémique dataient de 2009, et étant donné que la littérature a été assez riche depuis 2009, notamment en termes d'essais contrôlés randomisés, il était temps de mettre à jour les recommandations avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques tout à fait intéressantes dans cette pathologie. Donc une méthodologie EULAR tout à fait classique, basée mixte à la fois sur une revue de la littérature et des avis d'experts, et puis une classification des recommandations en fonction de leur niveau de preuve. Alors ce qu'on peut dire de ces recommandations, on attend leur publication définitive bien entendu, mais il y a quand même des points à souligner. Pour le phénomène de Raynaud, il y a l'arrivée de 2 nouvelles classes thérapeutiques, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, dont on a parlé pour la prise en charge de l'ulcère digital, et puis avec un niveau de preuve un peu plus faible, la fluoxétine dans la prise en charge du Raynaud. Les traitements immunosuppresseurs, là, les données sont un peu moins solides. Pour le méthotrexate et la teinte cutanée, vous savez qu'il y a grosso modo deux grandes études pour la teinte cutanée. Une dans les années 90, un essai placebo randomisé contre placebo qui était en faveur d'une efficacité du méthotrexate dans la teinte cutanée. Et puis une étude plus récente au début des années 2000 où les résultats étaient discrètement positifs en intention de traiter, mais néanmoins, les nouvelles recommandations retiennent le méthotrexate pour la prise en charge de la teinte cutanée. Pour ce qui est du cyclophosphamide et de l'atteinte pulmonaire, on souligne que le cyclophosphamide a sa place en cas d'atteinte pulmonaire récente et évolutive. Sur une atteinte déjà fibrosante fixée, il n'y a pas de place pour le cyclophosphamide chez les patients atteints de sclérodermie. Et puis la grande nouveauté, je pense, de ces recommandations, c'est l'arrivée de l'autogreffe de cellules souches. Vous savez qu'on a eu la chance d'avoir 2 essais randomisés contrôlés positifs pour l'autogreffe de cellules souches, qui apparaît donc comme une vraie opportunité thérapeutique pour un sous-groupe bien défini de patients avec forme diffuse, rapidement progressive et sévère. Et puis enfin,
comme je vous l'avais souligné initialement, des nouvelles molécules qui font leur arrivée dans l'HTAP et qui seront sans doute déclinées dans d'autres complications de la sclérodermie, notamment dans les ulcères digitaux. Alors on passe au lupus maintenant. Donc pour les lupus, je vous propose deux focus. La première, c'est les recommandations EULAR pour la prise en charge gynéco-obstétrique des femmes atteintes de lupus et ou de SAPL. Et puis la seconde, ce sera la place de l'hydroxychloroquine chez les patientes avec antiphospholipides. Donc là, vous allez voir les recommandations pour la prise en charge des femmes dans les différentes périodes de la vie gynéco-obstétricale. Elles sont assez générales, il n'y a pas de grandes nouveautés, mais néanmoins des rappels intéressants. Premier point, la nécessité de stratifier les patientes en fonction de leur risque, l'activité de la maladie, l'existence d'une atteinte rénale, le profil sérologique et les prises médicamenteuses notamment. Il est rappelé qu'il est important de discuter de manière systématique les méthodes de préservation de la fertilité en cas de traitement par alkylant, même si ces traitements ne sont pas utilisés de manière très fréquente chez ces patientes. On essaye de préserver au maximum la fertilité des patientes lupiques en âge de procréer. On peut retenir qu'il n'y a pas de contre-indication à la procréation médicalement assistée si la maladie est stable et qu'on a des taux de succès qui sont comparables à ceux de la population générale. Et ça, je pense que c'est un message réconfortant pour les patientes. Concernant le traitement anticoagulant, ça c'est maintenant bien connu, l'indication d'un traitement anticoagulant en cas de SAPL caractérisé ou de l'aspirine en cas d'anticorps antiphospholipides. Pour les prises en charge au cours de la grossesse, on a un rappel sur la surveillance de la mère pendant la grossesse, notamment l'importance du Doppler pour le dépistage des pathologies placentaires, l'indication à l'échographie cardiaque pour le dépistage des BAV chez les patientes avec anti-SSA, et puis un rappel sur les traitements qui peuvent être proposés en cours de grossesse en cas de poussée, les corticoïdes, le plaquenil, l'azatioprine, le tacrolimus et les IGIV. Le dernier point, donc plus cette fois-ci gynécologique, il est rappelé que le traitement hormonal substitutif en cas de ménopause symptomatique n'est pas contre-indiqué si la maladie lupique est inactive ou stable et bien sûr en l'absence d'anticorps antiphospholipides. Il est rappelé que le dépistage des cancers gynécologiques doit se faire de manière identique à la population générale. Et enfin, un mot nouveau sur la vaccination anti-HPV qui peut être proposée et qui doit être proposée si la maladie est inactive ou stable. Et donc je vais clore cette partie de rappel immanquable sur les maladies systémiques par cette étude, une étude rétrospective observationnelle qui souligne une fois encore, comme si c'était nécessaire, l'intérêt du plaquenil chez les patientes, aussi bien les patientes lupiques, mais ici on se focus sur les patientes avec anticorps antiphospholipides. Vous savez que l'hydroxychloroquine a déjà montré son intérêt dans la prévention des pathologies thrombotiques au cours de la grossesse, des pathologies placentaires, dans la prévention également du BAV. Et bien là, ici, la question était plus générale. Est-ce qu'on a une diminution des complications obstétricales si les patientes avec antiphospholipides sont traitées par hydroxychloroquine? Donc une étude rétrospective observationnelle. On avait 65 grossesses qui ont eu lieu sous plaquenil versus 119 grossesses sans plaquenil chez des patientes avec antiphospholipides. Et donc vous voyez ici des effets protecteurs tout à fait intéressants du plaquenil, cette molécule bien tolérée et aux effets bénéfiques multiples. On a à la fois un taux plus élevé d'enfants vivants et les chiffres sont assez parlants, 66% dans le groupe des patientes avec plaquenil versus 57% dans le groupe sans plaquenil. Moins de pertes fétales précoces, 2% versus quasiment 11% de manière significative, une plus faible morbidité globale et puis une plus faible pathologie, un plus faible taux de pathologie placentaire, ce qui est une confirmation de résultats antérieurs. Donc c'est vraiment un signal intéressant qui pourrait justifier la mise en place d'un essai contrôlé, mais qui de toute façon doit impacter sans doute la pratique avec une justification complète du traitement par plaquenil des patientes avec antiphospholipides. Merci Gaëlle pour cette partie immanquable sur les maladies systémiques. J'aurais juste une petite question. Est-ce qu'il faut vraiment faire cet essai contrôlé ?
Comme je le laissais entendre en fin de présentation, je pense que vraiment, on a tellement d'arguments maintenant sur les études à la fois observationnelles et déjà publiées qu'on peut d'ores et déjà dans la pratique inscrire la prescription du Plaquenil chez nos patientes. Merci. Je vous propose d'aller directement sur la deuxième partie, les spondyloarthrites, pour essayer de préserver le timing. Donc je vous ai séparé en deux parties les spondyloarthrites axiales et je vous ai préparé cette première étude qui finalement permet de répondre à une question pratique qui se pose. On a tous des patients qui nous sont adressés pour une suspicion de spondyloarthrite et qui sont déjà sous anti-inflammatoires. Et la grande question, c'est est-ce que l'IRM est-ce que les ANS ne vont pas fausser les résultats de l'IRM? Alors on a des données malgré tout déjà issues des essais thérapeutiques où le bras placebo en fait a un traitement par INS. Cependant, les patients qui sont inclus dans ces études, ils sont bien entendu en échec des INS, donc ils sont déjà sous INS. Et on n'avait finalement pas de données de patients naïfs d'INS avec des données IRM à différents temps. Donc c'est un peu le but de cette étude où ici vous avez finalement le recrutement avec 117 pour au final inclure que 20 patients. Les caractéristiques, donc c'est bien entendu plus souvent des hommes, B27 positifs pour 60% des cas, avec un syndrome, avec une CRP élevée dans plus d'un tiers des cas. Et je vous ai mis ici le score inflammatoire des sacroiliaques, le score SPARC, qui ici qui est un petit peu élevé. Ce n'est pas un scoop que sous INS, le patient répond bien, le BASDAI et le BASFI diminuent, ce n'est pas un scoop à 6 semaines. En revanche, on voit qu'il y a une diminution du score SPARC qui passe de 15 à 12. Bon, cette diminution n'est pas significative. Et on voit que, en revanche, si on regarde l'intensité, finalement l'intensité va quand même diminuer. On passe de 2,5 à 1. Et là, quand on se focalise sur la zone la plus inflammatoire, par exemple, si on se focalise là, on voit que qu'on a une plus forte diminution de cette zone très inflammatoire. Ceci étant, une IRM qui était positive au bout de 6 semaines va rester positive. Donc le message qu'on peut en tirer, c'est si un patient débute un traitement par INS et qu'on lui fait une IRM, vous connaissez tous les délais des IRM, bon, il ne faut pas forcément lui demander d'interrompre les INS pendant une semaine, 15 jours pour réaliser cette IRM, on pourra malgré tout l'interpréter. Deuxième étude, le sécukinumab lors des précédents immanquables, on en avait parlé, c'était vraiment le grand scoop. Ici, pas tellement de scoop, surtout des données sur la phase d'extension avec cette molécule, toujours dans la forme axiale de la maladie, où vous avez ici le placebo en bas, le groupe faible dose, le groupe forte dose en bleu clair, et vous voyez que les réponses à ASAS 20 et ASAS 40 se maintiennent au cours du temps. Le critère de jugement primaire était ici à 16 semaines la réponse ASAS 20. On voit que c'était obtenu, mais malgré tout, la réponse ASAS se maintient au cours du temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La variation du BASDAI, on a finalement le même effet qui se prolonge au cours du temps. Dernière étude sur les spondyloarthrites axiales, c'est une étude ancillaire de l'étude rapide axiale SPA, qui est l'étude Princeps du certolizumab dans la spondyloarthrite axiale, où finalement ils ont regardé si les patients qui étaient en rémission clinique étaient également en rémission IRM. Est-ce que finalement quelqu'un qui va bien cliniquement a forcément son IRM qui va bien? Et vice-versa, est-ce que si le patient ne va pas, l'IRM montre encore plein de choses. Donc c'est un peu la philosophie de cette étude. Je vous rappelle ici le design de l'étude rapide que vous connaissez, une dose de charge, puis randomisation en 3 bras, placebo qui avait, en cas de non-réponse, le patient avait plus rapidement son certolizumab et s'il complétait la phase de placebo, le patient était malgré tout traité durant la phase d'extension par le certolizumab. Fait intéressant, il y avait 2 bras certolizumab avec un bras 200 mg tous les 14 jours, ce qu'on fait actuellement, ou un bras 400 mg tous les mois. Résultats, en haut, vous connaissez déjà en partie ces résultats. En bas,
vous avez les résultats sur la population, enfin, les résultats IRM. Le score Spark, c'est sur les sacroiliacs, et le score de Berlin, c'est sur l'atteinte du rachis. Donc vous avez ici la répartition sur les populations SPA non radiographiques, qui sont ici, les formes toute la population, les formes radiographiques et les formes non radiographiques, avec finalement des scores qui sont à peu près similaires. Ici, vous avez l'évolution du pourcentage de patients qui vont atteindre la rémission IRM au cours du temps. Et on voit que cette évolution est quand même plus importante. Enfin, on atteint plus souvent une rémission quand le patient a une forme malgré tout radiographique que quand il n'a pas une forme radiographique. Bon, premier message. Deuxième message, c'est est-ce que finalement on a plus de patients qui ont une rémission IRM ou plus de patients qui ont une rémission clinique. Ici, en plein, vous avez finalement donc, la rémission, enfin, les patients qui sont en rémission au niveau des sacroiliacs, qui initialement avaient une IRM très inflammatoire et qui ont atteint la rémission, et vous avez le pourcentage en fonction de la forme axiale, la forme radiographique ou non radiographique. Et la zone grisée, c'est finalement quand on ajoute la rémission clinique en plus. Donc on voit qu'il y a toute une majorité de patients ont une rémission IRM, et quand on regarde que les patients qui ont une rémission clinique, on obtient encore un peu plus de patients, mais on va voir que ce n'est peut-être pas forcément les mêmes patients sur la diapositive suivante. Finalement, qu'on se place au niveau de la sacroiliaque ou du rachis, on a à peu près la même image. Et ici, vous avez une diapositive peut-être un peu complexe, mais je vais essayer de vous la préciser rapidement. Ici, vous avez les patients qui sont en rémission IRM, et ici, les patients chez qui persiste une inflammation IRM. En haut de l'image, c'est au niveau des sacroiliacs, et en bas de l'image, c'est au niveau du score de Berlin. Ici, vous avez les patients qui sont en rémission clinique, et là, vous avez les patients qui ne sont pas en rémission clinique. Et on voit tout de suite que on s'attendrait éventuellement à avoir une bonne corrélation entre les patients qui sont en rémission clinique et qui sont en rémission IRM. Or, on a une très mauvaise corrélation, puisque ici, vous voyez que on n'a que même pas 40% de patients qui sont à la fois en rémission clinique et rémission IRM. En revanche, on a beaucoup de patients qui ne sont pas en rémission clinique, mais qui ont une IRM qui reste positive. On a énormément. Donc l'IRM n'est pas forcément le meilleur outil pour suivre l'évolution de la maladie. En tout cas, pour dire, voilà, le patient ne va pas bien, on fait l'IRM, l'IRM est normal, le patient devrait aller bien, on ne peut pas forcément faire cette analyse. Revenons passons maintenant au rhumatisme psoriasique avec là encore le sécukinumab sur une étude qui confirme l'évolution structurale. À gauche de l'image, vous avez les données à S24 qui était le critère de jugement clinique. On voit que sous placebo, on a une progression du score, alors que sous sécukinumab, on n'a plus de progression de ce score. Là encore, toujours avec le bémol, on a un changement moyen de 0,6 sur un score qui va à plus de 300. Donc, quelle est la significativité clinique de ceci? Enfin, on pourrait discuter de ça très longtemps. Quoi qu'il en soit, chez les patients qui ont eu du placebo ou qui ont eu le sécukinumab, après, le sécukinumab rattrape le travail. Je ne suis pas sûr qu'ici avoir un chiffre négatif et soit d'une très grande significativité, clinique en tout cas. Une autre étude sécukinumab, donc l'étude Futur 2, où là encore on a eu les résultats à long terme, avec, je vous rappelle que le critère de jugement principal était à 24 semaines. Vous connaissez un peu le design de cette étude. Ici vous avez les caractéristiques, mais je vous propose de passer rapidement pour voir surtout les résultats. À 24 semaines, on voit que le sécukinumab fait mieux que le placebo, surtout aux deux doses les plus élevées. Est-ce qu'un patient qui a déjà été en échec d'un traitement par anti-TNF va mieux ou moins bien répondre? À gauche, vous avez les patients qui sont naïfs d'anti-TNF et à droite, vous avez ceux qui sont en échec des anti-TNF. On voit malgré tout que, globalement, c'est à peu près la même image. Ceci étant, les valeurs sont quand même plus importantes, les valeurs de réponse sont quand même plus importantes en cas de patients naïfs d'anti-TNF. S'ils ont peut-être un patient résistant aux anti-TNF, a peut-être une maladie déjà plus sévère que ceux
parce qu'ils ont déjà eu recours à ce traitement, et le fait qu'il soit en échec témoigne certainement d'une maladie plus sévère. Est-ce que ce sécukinumab est également actif sur les dactylites et les antizytes? Vous voyez à gauche les dactylites, à droite les antizytes. Vous voyez le vert montre que ça marche bien, donc Saint-Étienne marche bien, donc c'est parfait. On va très vite sur l'après-Milast, PALAS 3, une étude, là encore c'était, c'est juste pour montrer que sur l'extension ça marche bien. On va passer vite parce que le temps presse. Dans les études PALAS, vous savez que vous avez 1, 2, 3, ils ont poolé toutes les études pour démontrer un effet sur les dactylites et les antizytes. Vous avez ici les résultats. Globalement, il y a un effet sur les dactylites et les antizytes avec cette molécule. Je vous propose de passer vite parce que sinon Stéphanie Ritz n'aura plus le temps de passer. En plus, brodalumab, les études sont arrêtées, donc on va passer vite. L'ustekinumab, vous savez, donc le Stelara, on peut l'utiliser dans le psoriasis. Et dans l'étude Sumitin, un certain nombre de patients avaient des manifestations axiales. Donc on a évalué dans une étude a posteriori l'efficacité sur ces rachialgies. Le principal problème de cette étude, c'est qu'on a fait le diagnostic de spondyloarthrite axiale selon les critères notés par l'investigateur dans le dossier, dans le CRF. Donc il y a potentiellement plein de biais. Est-ce qu'ils ont vraiment une pathologie inflammatoire rachidienne? Ça reste un grand débat. C'était débattu longuement durant la session orale. Bref. Quoi qu'il en soit, l'ustekinumab semble avoir un effet sur le BASDAI 20, le BASDAI 40 et le BASDAI 70, comme présenté sur cette figure. L'étanercept, on va terminer avec l'étanercept et surtout l'intérêt ou non d'une coprescription par un traitement de fond. Pour aller vite, on voit que sous étanercept ici et sous étanercept associé à un traitement de fond, le DAS 28 se retrouve à peu près équivalent au bout d'un certain temps. Est-ce qu'il y a un intérêt à doser le biomédicament, l'étanercept, dans une maladie inflammatoire telle que le rhumatisme psoriasique? Peut-être, en tout cas cette étude le suggère. Ici vous avez en bleu les patients en faible activité et en orange en forte activité. Et vous voyez que quand on a un dosage élevé de l'étanercept, on a plutôt une faible activité. Donc ceci renforce des résultats qui ont déjà été publiés notamment par l'équipe de Montpellier, Claire Dayen et Jacques Morel, sur cette molécule dans la polyarthrite rhumatoïde. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si mes collègues ont quelques questions, sinon je vous propose de passer tout de suite à Stéphanie. Oui, merci. Peut-être on verra les questions à la fin. Je vais essayer de faire assez vite sur le thème de la polyarthrite rhumatoïde et vous allez voir beaucoup d'études de stratégie dans cette session de l'EULAR 2015. La première, à toute reine, tout honneur, c'est l'étude BEST. Je ne vais pas vous rappeler les différents bras de l'étude BEST, mais là, dans cette étude, a été montrée la différence de survie en fonction des bras de stratégie à 10 ans. Donc il y avait 508 polyarthrite rhumatoïde, vous savez, 4 bras en fonction des stratégies, une évaluation tous les 3 mois avec un objectif ciblé de faible activité DAS. Les caractéristiques à l'inclusion, elles étaient équivalentes. Et vous voyez sur la courbe de gauche, la courbe de survie de Kaplan-Meier, l'absence de différence en termes de survie à 10 ans, quelle que soit la stratégie de traitement. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont regardé les facteurs de risque associés à cette mortalité. Et si vous étiez un homme avec un âge plus élevé et un HAQ plus élevé, vous avez plus de chances de décéder, plus de risques. Merci. Et surtout, si vous êtes fumeur, vous voyez un odds ratio à 5. Donc, encore une fois, on ne le dira jamais assez, il faut encourager nos patients polyarthritiques à arrêter de fumer. Les facteurs non associés à ce risque de mortalité, c'est donc la stratégie de traitement, on l'a vu, le caractère érosif de la polyarthrite rhumatoïde, l'activité de la maladie et le syndrome inflammatoire. Donc ce qui est important dans la polyarthrite, c'est la stratégie ciblée, et dans cette étude BEST, quelle que soit la stratégie, on a la même mortalité. On continue avec des études de stratégie, notamment 2 études qui essayent de comparer une combinaison de traitements d'IMARDS par rapport au méthotrexate en monothérapie. La première, c'est l'étude TERREACH, dont on connaît déjà les résultats à 3 mois, puisqu'ils ont été publiés. Et là, ce sont les résultats à 1 an et 2 ans, sur notamment la diminution des DIMARDS dans cette étude.
Je vous rappelle que dans l'étude Terrige, c'est 281 arthrites récentes qui avaient un score, une forte probabilité de devenir des polyarthrites rhumatoïdes. Il y avait 2 bras lors de l'induction, donc une combinaison de traitement méthotrexate, plaquenil, corticoïde, ou l'autre bras, méthotrexate associé à une corticothérapie orale. La stratégie était ciblée et l'objectif dans la suite de l'étude qui est rapportée ici, c'est de regarder la diminution des DMARDs quand la maladie était en faible activité, en rémission à 2 visites successives. Ici, les caractéristiques à l'inclusion, vous voyez que c'était des maladies avec un DAS aux alentours de 3. Quand on regarde la réponse, alors à 3 mois, vous voyez sur la petite courbe, sur la courbe en pointillé, qu'il y avait une différence significative de DAS 28 à 3 mois en faveur de la combinaison de traitement. Ça, ce sont les résultats qui ont été publiés. Mais vous voyez qu'à 2 ans, il n'y a pas de différence significative entre les 2 stratégies, donc méthotrexate seul ou combinaison de traitement. Il en est de même pour la rémission soutenue, les 2 courbes sont équivalentes. Par contre, pour le HAQ, on remarque que la pente descend beaucoup plus vite dans le bras combinaison de traitement et qu'elle se maintient en dessous de la courbe méthotrexate seul à 2 ans de façon là significative. Peut-être cela pose-t-il la question de l'utilisation d'une combinaison au moins lors de l'induction. Quand on regarde en détail les différents résultats, on voit cependant que la rémission sans traitement à 2 ans est de 19% quel que soit le bras de traitement et que la diminution des traitements a pu se faire dans 80% et 91% des patients, donc de façon équivalente. À noter quand même un recours à la biothérapie un peu plus fréquente dans le bras méthotrexate. On continue avec une autre étude de stratégie sur le méthotrexate par rapport aux combinaisons de DMARD, c'est l'étude Carrera. Il s'agit d'une étude ouverte sur des PR récentes, naïves de DMARDs. Et il y avait 400 patients qui ont été classés en 2 groupes en fonction de leur facteur de risque de sévérité habituelle qu'on connaît, les érosions, facteurs rhumatoïdes, l'activité de la maladie. 75% de ces patients étaient à haut risque de sévérité et 25% à bas risque. Les patients à haut risque ont été inclus dans une étude qui a fait l'objet d'une communication orale. Il y avait 289 polyarthrites répartis en 3 bras. Soit le bras Cobra, qu'on connaît, méthotrexate plus Salazo, plus une corticothérapie à 60 mg jour. Le bras Cobra Light, méthotrexate associé à une corticothérapie à 30 mg jour. Et le Cobra Avant-Garde, c'était écrit comme ça dans le texte, qui associe méthotrexate plus les flunomides avec une corticothérapie. Vous voyez que la corticothérapie à chaque fois diminuait assez rapidement. Et l'objectif était de regarder l'évolution dans ces 3 bras. Les caractéristiques à l'inclusion étaient équivalentes avec des maladies actives, avec des DAS aux alentours de 5. Et vous voyez pour les résultats que dans ce groupe à haut risque de facteurs de risque, il n'y a pas de différence puisque les chiffres de DAS 28 à la semaine 52 sont identiques dans les 3 bras. Donc pas de différence quel que soit le bras utilisé chez ces patients à haut risque de sévérité. Vous avez ici les courbes qui schématisent ces résultats et vous voyez qu'elles se confondent, aussi bien pour les résultats radiologiques à 52 semaines avec une homogénéité des points sur cette courbe. Le groupe à bas risque, lui, a fait l'objet d'un poster. Il y avait un petit peu moins de patients, 90 patients. Ils ont été répartis, ces patients à bas risque, en 2 bras, soit méthotrexate seul, soit méthotrexate plus une corticothérapie à 30 mg par jour, diminuée progressivement pendant 6 semaines. Voici les inclusions, donc des polyarthrites un petit peu moins actifs, puisque c'est celles qui sont à bas risque. Et pour les résultats, vous voyez qu'il n'y a pas de différence là non plus significative entre le groupe méthotrexate avec corticoïdes pour ces polyarthrites à faible risque, de sévérité et le méthotrexate sans cortisone. Il n'y avait pas non plus de différence sur la progression radiologique à 52 semaines. Alors voilà pour les 2 études qui regardaient le méthotrexate seul ou en combinaison. On va passer maintenant aux études de stratégie concernant le méthotrexate en association aux anti-TNF. La première étude, c'est l'étude avec l'étanercept. C'est des PR qui sortaient de l'étude Comet. Et on voulait évaluer le maintien de la rémission si on leur laissait ou si on leur retirait le méthotrexate. Vous voyez ici, je passe rapidement aux résultats, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en termes de maintien de la rémission chez les patients qui étaient sous étanercept seul.
Donc le méthotrexate ne semble pas apporter d'amélioration à cette rémission chez ces patients sous étanercept, mais on sait que l'étanercept fait pas beaucoup ou très peu d'auto-anticorps, d'anticorps antimédicaments. Alors il était intéressant de regarder cette étude qui regarde l'ajout du méthotrexate avec l'adalimumab ou l'étanercept. Il s'agit d'une étude observationnelle hollandaise avec 429 polyarthrites. La moitié à peu près était sous adalimumab et l'autre sous étanercept, et puis 77% en association aux métaux ou pas. Le choix était à l'initiative du rhumatologue traitant. Il y avait un suivi clinique trimestriel et on évaluait combien de patients étaient restés en rémission prolongée. Et on voit que de façon très significative, sous adalimumab, sans traitement par méthotrexate, vous avez 2 fois moins de chances d'être en rémission prolongée, alors qu'avec l'Enbrel, avec l'étanercept, il n'y a pas de différence que ce soit associé ou non au méthotrexate. Pour le pourcentage d'arrêt du traitement, là aussi, vous voyez qu'il y avait un plus grand nombre de patients, 56% contre 31%, de patients sous adalimumab en monothérapie qui arrêtaient le traitement. Donc probablement un rôle des auto-anticorps, comme cette équipe d'ailleurs avait déjà publié. On voit ici que les 2 courbes bleues sont les courbes avec l'étanercept. Avec ou sans méthotrexate, on ne voit pas de différence. On voit un très bon résultat de l'adalimumab avec le méthotrexate, mais sans le méthotrexate, on est significativement en dessous. On continue avec les biologiques, après les anti-TNF, et l'étude UACTORLY. Alors c'est une étude qui ne relève pas forcément de la pratique quotidienne, vous allez voir, mais qui est quand même assez intéressante, je trouve, sur peut-être ce qu'on ferait si les produits étaient au même prix. Voilà une étude randomisée contre placebo de polyarthrite récente, moins d'1 an, mais en fait la médiane de ces polyarthrites était de 25 jours. Elles étaient naïves de DMARDS et elles ont été randomisées en 3 bras. Soit le méthotrexate, ce qu'on fait habituellement, qui passait de 10 à 30 mg, soit le tocilizumab en monothérapie, ou alors une association tocilizumab-méthotrexate. Il y avait une stratégie ciblée, alors un petit peu particulière avec l'adjonction de l'hydroxychloroquine, et on changeait le métaux pour le toci, ou on passait à un anti-TNF. C'était une étude de 2 ans, et le critère principal était la rémission prolongée sur 23 semaines. Vous voyez que la durée, je vous l'ai dit, c'était des PR très récentes, 25 jours, à qui on met du tocilizumab d'emblée, et on voit sur ces résultats que les patients traités par toci seuls ou avec méthotrexate ont une rémission prolongée 2 fois plus importante que sous méthotrexate. Cependant, 45% des patients sous méthotrexate étaient en rémission prolongée sur des polyarthrites récentes. Et on peut donc, on continue, je pense, il faut continuer à utiliser le méthotrexate chez ces PR récentes. En même temps, c'est intéressant de voir qu'on peut les emmener beaucoup plus rapidement à la rémission. Je vous propose de finir avec cette étude sur l'impact structural des statines. Quelques données in vitro suggèrent que les statines augmentent la densité osseuse, et il s'agit d'une étude prospective suisse de polyarthrites qui sont traités par statine, et ils ont voulu voir si la progression radiologique de ces polyarthrites était moins importante que chez les patients qui n'avaient pas de statine. Donc bien sûr, dans les critères d'inclusion, il y avait un petit peu plus d'hommes âgés avec un BMI augmenté qui étaient traités par statine. Et juste pour terminer, de façon évidente dans cette étude, le score d'érosion, le score d'évolution radiologique de ces polyarthrites n'était pas différent que les patients soient traités par statine ou non. Les facteurs associés qui ont été retrouvés après analyse multivariée montrent une plus grande progression radiologique chez les patients masculins avec une longue durée d'évolution de la maladie, ayant des facteurs rhumatoïdes positifs et une activité de la maladie élevée. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'il reste quelques secondes pour des questions. Merci Stéphanie d'avoir respecté le timing, parfait. Il nous reste un peu plus d'1 minute pour quelques questions. Je ne sais pas si vous en avez chacune une autre, sinon j'ai quelques questions posées sur le site, avec notamment une question pour Gaëtan éventuellement. Alors ce n'est pas les immanquables, c'est concernant le belimumab et quelle est sa place dans le lupus. Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, ça n'a pas été évoqué parce que le belimumab est validé dans la prise en charge du lupus. Il est validé en cas de complications systémiques.
chez les patients lupiques, échappant au traitement de première ligne. Donc oui, tout à fait, le belimumab a sa place dans la prise en charge des patients lupiques. Deuxième question pour toi, Gaëtane. L'effet immunomodulateur, la vitamine D, quelle dose préventive recommandée dans le lupus ou dans les vasculites? Alors là aussi, c'est une bonne question. Il y a des données qui valident l'effet immunomodulateur de la vitamine D et qui justifient en premier lieu la correction des carences en vitamine D. Je crois que c'est une attitude qui est de plus en plus pratiquée dans les services et dans les cabinets, quelle que soit d'ailleurs la maladie rhumatologique ou systémique en cours. Le dépistage des carences en vitamine D et leur correction font partie des prises en charge courantes. Tout en sachant que ce qui est démontré, c'est un intérêt osseux. Tout à fait. Je vous propose, vu qu'on on a atteint nos 45 minutes, je vous propose de terminer cette soirée. Je voulais remercier mes deux partenaires de cette soirée. Vous rappeler que la prochaine webcast est prévue le 30 avec Arnaud Constantin, Cornea et Édouard Pertoussi pour la troisième webcast des Immanquables, avec une quatrième webcast prévue le 2 juillet focalisée sur la douleur. Un grand merci encore à Rhumatonet et à Centaure Édition pour le soutien de cette soirée. Et vous avez vu qu'on vous avait ramené le beau temps de Rome et je vous souhaite donc une bonne soirée et merci pour votre attention.